Salut et bienvenue sur la chaîne Ghost and Chill. Ici on aime aborder des sujets variés, parfois légers, parfois plus sérieux, mais toujours aussi passionnants. Aujourd'hui je vais te parler d'un endroit qui me tient particulièrement à cœur, qui est le Cabana Beach, en Guadeloupe. Tu en as déjà peut-être entendu parler. Il a fait parler de lui sur Instagram et TikTok, mais crois-moi, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'au-delà du buzz, il y a des enjeux bien plus profonds. On va aborder des vérités qui dérangent, et surtout parler des défis colossaux qui attendent les îles et toute la Caraïbe. Reste bien jusqu'à la fin. Tu comprendras l'ampleur des menaces que fait peser le réchauffement climatique sur les territoires d'outre-mer, et l'on se posera la question à la fin de savoir si les îles et la Caraïbe ne sont-elles déjà pas condamnées. Surtout, n'oublie pas, abonne-toi, like la vidéo et active les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines sorties. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne à avancer. Allez, c'est parti. Let's go. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier débat de la saison, un débat consacré au littoral, espace à la fois fragile et stratégique. Il est au cœur de nombreux enjeux environnementaux, économiques, sociaux et parfois même politiques, au point de devenir un sujet de tension. Alors quelles solutions envisager et comment concilier développement économique et préservation de l'environnement? Eh bien, on en parle ce soir avec mes invités en plateau. Dans un instant, le débat, mais tout de suite, à l'horizon 2050, des milliers de logements situés sur les côtes françaises seront menacés de destruction en raison de l'érosion du littoral. Qu'en est-il chez nous? De même, boire un cocktail ou manger un poisson grillé dans un restaurant, les pieds dans l'eau, est-il compatible avec une conduite éco-citoyenne? Ces questions ne cessent de se poser depuis quelques années. Alors quelles sont les réglementations en la matière et que faire face à un littoral de plus en plus fragile mais convoité? Entre mer et survie, c'est signé François-Joseph Ousselin, Rémi de France, Olivier Duflot, Jean-Luc Élysée et Thierry Gailladine. On se retrouve juste après. Port-Louis, sa plage, ses touristes et forcément ses roulottes. Elle reste à distance et se demande pourquoi d'autres sont autorisés ou tolérés sur la plage. D'autres ou peut-être juste un autre, le Cabana Beach. Un nom bien connu puisque ces dernières années, il a fait la une des médias. Le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a donc tranché. Le gérant du Cabana Beach, Nicolas Semar, écope de 20 000 euros d'amende. La société NiceJet écope, elle, de 80 000 euros d'amende. Tous deux étaient poursuivis pour exécution de travaux non autorisés, infraction au plan local d'urbanisme et construction non conforme. Le tribunal a également ordonné la démolition sans délai du Cabana Beach avec une astreinte de 500 euros par jour de retard. Une décision conforme aux réquisitions du procureur de la République lors de l'examen de l'affaire en octobre dernier. Ce jugement intervient après un long bras de fer entre Nicolas Semar et la municipalité de Port-Louis. Dans une lettre ouverte publiée le 19 octobre, le maire de Port-Louis, Jean-Marie Hubert, déclarait ceci. Dès 2020, puis encore en 2021, nous avons expliqué à Nicolas Semar les raisons de l'illégalité de son installation sur le littoral, ainsi que l'incurie qui a pu conduire à ce qu'il s'y suppose des droits. Contactée, l'avocate de Nicolas Semar, maître Gélabal, nous a confirmé qu'elle ferait appel de cette décision. Donc, pour déjà faire un petit résumé là-dessus, pour tous ceux sur les réseaux sociaux qui ont expliqué, voilà, qui se sont offusqués du fait que le Cabana Beach ait été détruit, il faut savoir que depuis 3-4 ans déjà, ce propriétaire avait eu des informations et des réquisitions comme quoi il fallait justement partir. Donc là, logiquement, après 3-4 ans, c'est juste logique que le préfet et la mairie ordonnent la destruction du Cabana Beach. Ce matin-là,
À la mairie de Port-Louis, on parle des 50 pas géométriques. La commune organise le réaménagement du quartier Zéphyr et parmi les participants, la représentante de l'agence des 50 pas géométriques. Parce que Port-Louis en a fait son credo. Alors, quand les gérants du Cabana Beach ne le récitent pas comme la mairie, elle le lui rappelle. Aujourd'hui, le littoral guadeloupéen et singulièrement celui de Port-Louis est en danger. Et nous, en tant que municipalité, conscients de ces enjeux, nous voulons protéger ce littoral. Parce que c'est extrêmement important pour nous de faire comprendre que Port-Louis, c'est une commune qui est exposée au recul du trait de côte. Nous faisons partie des 9 communes vulnérables qui ont été recensées par l'ADEAL. Et nous avons des missions à mener pour pouvoir protéger notre littoral, protéger les plages. Parce que c'est notre devoir aujourd'hui de faire en sorte que les plages soient accessibles, de faire en sorte que la biodiversité, les écosystèmes soient préservés, de faire en sorte que les plages ne soient pas bétonnées, de faire en sorte que les plages ne soient pas privatisées, ne serait-ce que par une privatisation informelle, puisque il ne s'agit pas simplement de mettre des barrières, mais si la bande sableuse, elle est occupée par des chaises longues et réservée à une clientèle de bars ou de restaurants, qu'on le veuille ou pas, cela incite les gens à aller ailleurs et ne viennent pas sous la plage. Et la deuxième chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que nous voulons préserver ce littoral contre l'érosion. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait en sorte que toute la partie d'arrière-plage, cette partie-là, nous l'avons limitée à la pression humaine, puisque cette pression humaine combinée à d'autres facteurs comme le réchauffement climatique, comme la montée des eaux, mettait en danger les écosystèmes et mettait en danger la biodiversité. Et c'est la raison pour laquelle, avec le Conservatoire du littoral, avec l'ONF, nous avons pris des mesures qui sont des mesures fortes pour pouvoir faire en sorte que la végétation endémique de l'arrière-plage puisse se régénérer de façon à faire que les arbres endémiques, avec leurs systèmes racinaires qui sont très larges, puissent fixer le sable, fixer le sol, parce que les tentatives que nous avons faites en termes de création de digues, on constate que les résultats n'ont pas été satisfaisants, puisque ça a perturbé le courant naturel, la dynamique naturelle des courants, et ça a modifié aussi l'écosystème du marais. Et il faut rappeler que ce marais, c'est une nurserie pour la faune et la flore marine, et tout ceci était en danger. Donc, pour faire court et pour faire un résumé, le gros débat là, ce sont les 50 pas. Donc je suis allé me renseigner pour savoir ce qu'étaient les 50 pas. Donc les 50 pas sont une bande de terrain appartenant à l'État, située sur le long du littoral, dans certaines anciennes colonies françaises, donc notamment les Antilles, Guadeloupe et Martinique. Donc les 50 pas géométriques correspondent à une zone de 81 mètres 20 de long, mesurée à partir de la ligne du rivage vers l'intérieur des terres. Ce terrain appartient au domaine public maritime. Et cela a été institué en 1674. Donc moi, il faut m'expliquer, puisque ce propriétaire a eu tous les agréments avant d'ouvrir son resto, d'accord? Donc il faut m'expliquer comment la mairie n'était pas au courant de ça. Et le problème qui se pose, c'est que comme par hasard, c'est sur son terrain, le terrain que lui a choisi, comme par hasard, où passent les 50 pas. Donc il faut m'expliquer. Comment vous dites à un jeune qui a envie de faire du business de s'investir, et puis derrière on lui dit bah c'est plus possible quoi. Il faut m'expliquer, parce qu'on est tous conscients. On est tous conscients du réchauffement climatique. On veut tous faire en sorte que la diversité puisse rester comme elle est, ou en tout cas améliorer les choses. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas entendable, c'est pas explicable. Pourtant, malgré les décisions judiciaires, après un incendie l'an dernier, le Cabana Beach accueille toujours ses clients sur la plage. Cette sensibilisation au respect des 50 pas géométriques, cela fait plus de 25 ans que le Conservatoire du littoral et l'Agence des 50 pas géométriques s'emploient à tout mettre en œuvre pour protéger le littoral guadeloupéen. C'est
vrai que jusqu'à 2000, à peu près 1999-2000, les 50 pas géométriques n'étaient pas bornés. Donc, si on allait sur le cadastre, 1960 seulement, on voit des limites. Tu as une propriété. Écoutez bien, hein, parce que ça ne concerne pas que le Cabana Beach. Ça va concerner l'ensemble du territoire et ça va concerner dans les futures années beaucoup plus de maisons qu'on ne le pense. C'est un sujet très sérieux et très sensible. Écoutez. Et limitrophes, là-dessus, ton géomètre ou n'importe, il voit la limite des 50 pas géométriques. Mais sur le terrain, il n'y avait aucune limite. Et donc même les agents de l'ONF, par exemple, qui avaient à gérer le territoire, avaient des difficultés à voir où sont les limites, où passe la limite réellement. Il y a des gens qui ont construit en toute simplicité leur maison au bord de la mer, pas trop loin, avec le salon sur leur propriété, mais la chambre à coucher sur les 50 pas géométriques. Hein, c'est pas un gag. Et il y a eu plein de problèmes. Donc lorsqu'on a créé... Les amis, vous avez des personnes qui ont construit leur maison sur les 50 pas géométriques sans qu'ils ne soient au courant. Donc ça veut dire que il va y avoir encore des maisons à détruire. Donc c'est pas entendable en fait de dire à une personne qui a construit sa maison, elle a eu des enfants, elle a eu des petits-enfants qui viennent en Guadeloupe régulièrement, ça fait 25 ans, ça fait 30 ans, et là on lui dit votre maison est sur les 50 pas géométriques, parce que les 50 pas géométriques bougent. Donc vous êtes sur les 50 pas géométriques, vous devez partir. On est à l'aube d'un scandale, hein. Mais les gens laissent faire. Le conservatoire littoral, et dans la foulée aussi, c'est la loi de 1995-96, il a fallu mettre en place aussi l'agence des 50 pas géométriques. Conservatoire littoral, espace naturel des 50 pas ou du littoral, tandis que l'agence des 50 pas géométriques, c'est la gestion de tout ce qui est classé zone urbaine. L'exemple en image de ce site à Vieux-Fort, un espace naturel très prisé, le fruit d'une action de longue haleine menée par Gérard Berry à la tête du Conservatoire du littoral. Ici, par exemple, où nous sommes, à Vieux-Fort, toute cette zone-là qui est sublime, que tout le monde est content de pouvoir préserver et protéger aujourd'hui, était classée zone urbaine. Il a fallu donc intervenir auprès de la fonction publique, auprès de l'État, pour lui dire, bon, moi je ne veux pas que ça soit zone urbaine parce que c'est un danger. N'importe qui peut prendre une bulle, un maire peut décider de donner un permis de construire, etc. Donc il faut que ça soit protégé, à la fois pour l'espace naturel et pour l'espace historique. Et puisque nous sommes dans le premier vrai fort de Guadeloupe qui est encore debout. Et donc ça a été fait. Et cet espace-là donc était classé zone naturelle, donc protégée, relativement. À partir du moment où j'ai obtenu qu'il soit classé en terrain appartenant donc ou géré par le conservatoire littoral, il est définitivement protégé contre le bâti. Il faut bien comprendre que mettre en protection ces espaces-là, ce n'est pas les privés, ce n'est pas les grandes privées, ce n'est pas priver les Guadeloupéens de leur usage, au contraire, c'est les sortir du privé et les mettre dans le public, c'est-à-dire les offrir à l'ensemble de la population guadeloupéenne et au monde. Mais ce qui n'est pas entendable, c'est que c'était déjà prévisible. Vous allez le voir à la suite de la vidéo, mais il y avait des personnes qui avaient déjà expliqué, déjà il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, que l'île bouge qu'à cause du réchauffement climatique. Il y a des zones qui n'auraient pas dû être constructibles. Donc 20 ans, 25 ans, 30 ans, on a voulu faire du business. Maintenant, il faut payer. Parce que la nature a horreur du vide. Elle reprend sa place. Donc, comment vous dites à des gens qui ont construit maintenant, vous partez? Mais faire la chasse aux occupants des 50 pas géométriques est loin d'être le fondement de ces objectifs. Il faut aussi agir en prévision de la montée des eaux du fait du réchauffement climatique. Le danger est déjà une réalité dans certaines communes de la Guadeloupe. Le problème qu'il faut bien intégrer aujourd'hui, il est le suivant.
un, on a le niveau de la mer qui s'élève. Deux, on est sur des territoires micro-insulaires. Donc, des territoires qui n'ont pour la plupart pas d'arrière-pays ou très peu d'arrière-pays. Donc, des territoires sur lesquels il n'est quasiment pas possible de déplacer les populations ou de les relocaliser, ou alors de façon vraiment marginale. Trois, les populations n'ont pas encore véritablement pris conscience de la portée du problème. Les politiques non plus. C'est-à-dire que certains en sont parfaitement conscients, mais ils n'ont pas pris conscience que c'est maintenant qu'il faut agir. Et donc, il ne faut pas attendre que nous soyons obligés de migrer et de devenir des réfugiés climatiques pour tenter de trouver des solutions. Ah non, monsieur, ça a déjà commencé, hein. Ça a déjà commencé. Donc, potentiellement, ça voudrait dire que dans les futures années, allez, à horizon 2030, parce que c'est là, hein, 2030, 2035, 2040, donc certains Guadeloupéens ou Martiniquais vont être des réfugiés climatiques. C'est pas entendable ça. On fait comment? On les reloge où? Et vous avez le même problème à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Miquelon plus particulièrement, où vous avez plus de 400 personnes qu'il faut reloger parce que cette île ne sera plus là. Elle est amenée à disparaître. Prochainement, elle est amenée à disparaître. On a un exemple hein, là. À Caranguaise, toute cette rangée de maisons est en sursis et certaines n'existent déjà plus. Au pied de la falaise, Lucien Yankama regarde d'en bas ce qui reste de toutes ces maisons, un effrayant spectacle qui a marqué tous les habitants de la section. Juste au-dessus, l'ancienne maison de sa mère. À 98 ans, la vieille dame a dû quitter l'endroit. Elle vit désormais dans une nouvelle maison que son fils lui a construite. Pourtant, allez savoir pourquoi, la maison inhabitable génère encore une taxe foncière. Même si on veut bouger, on peut aller où? Aujourd'hui, quand on demande quelque chose, on nous fait payer des taxes foncières énormément. Mais bon, on est obligé de rester. Bon, on ne s'occupe pas de nous. On est là en lutte. On regarde la maison de maman. Elle n'habite plus là, elle paye. Je peux vous montrer le document. Elle paye, hein? Pour les communes balnéaires. Donc, vous avez des personnes, d'accord, qui avaient des titres de propriété. Parce que ceux qui n'ont encore pas de titre de propriété, c'est encore autre chose. Mais vous avez des personnes qui avaient un titre de propriété, donc qui ont acheté leur maison avec des papiers, le cadastre, etc., qui ne peuvent plus, du coup, loger parce qu'ils sont sur les 50 pas. Par contre, ils continuent de payer une taxe. C'est très très fort. Il faut pouvoir conjuguer les risques à venir et les intérêts économiques du moment. Elles savent que leur littoral, pour menacer qu'il soit, n'est pas moins une source de revenus. Averti des problèmes de Port-Louis avec la société Nice et son Cabana Beach, Sainte-Anne a choisi la négociation avec cette même société. Elle peut s'installer en bordure des 50 pas géométriques. Évidemment, l'entreprise qui a une propriété est dans le cadre d'un permis de construire qui a été édifié par la ville, mais par la DEAL. Il y a eu un problème au départ, qu'on a empiété sur le BDPM, les 50 pas géométriques, et tout de suite on a mis de l'ordre. Il fallait enlever l'escalier qui était précisément sur les 50 pas géométriques, donc on a posé des bornes. Donc maintenant c'est réglementé. Je dis aussi que nous avons un site formidable. Nous devons respecter l'environnement. Nous sommes sur un espace, je dirais, très prisé, la destination Sainte-Anne, à travers, je dirais, son cadre touristique. Par conséquent, à travers cette enseigne, Cabana Beach, je leur ai dit aussi, compte tenu de ce qui s'est passé à Port-Louis, je ne vais pas qu'on transfère ces problématiques à Sainte-Anne. Donc c'est pour ça que j'ai pris mes précautions. On s'est entendu. Des fois, on a été assez carré avec eux. Ils ont respecté la loi. Maintenant, ils sont en position de démarrer l'affaire. Et donc, le problème qu'il y a en ce moment, c'est le problème de commission de sécurité pour l'accessibilité au bâtiment. Comme un sursis.
En attendant toutes les menaces de l'avenir et peut-être aussi celles d'aujourd'hui, le Conservatoire du littoral et l'Agence des 50 pas géométriques ont à s'employer sans relâche pour que leur mission devienne un réflexe pour tous les Guadeloupéens. Retour en plateau, allez, place au débat avec moi pour aller plus loin. Rony Saint-Charles, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Agence des 50 pas géométriques de Guadeloupe. Face à vous, docteur Jean-Marie Flower, bonsoir. Bonsoir. Docteur en écologie, également présent, Hubert Kiaba, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du collectif de défense mobile et enfin Narcisse Zaïbo, bonsoir. Bonsoir. Professeur doyen de l'UFR Sciences de l'Université des Antilles, expert en gestion des risques. Notez l'absence ce soir d'Anselme Valouest, 5e adjoint au maire élu à la commission aménagement et sauvegarde du littoral de Déhay, qui n'a visiblement pas souhaité honorer notre invitation. Merci messieurs. Bah oui, nous on avait des questions, Là, la personne qui représente l'État n'est pas là. Bah si, nous on avait besoin d'avoir des réponses. Ah là là. D'être loi. Première question pour Rony Saint-Charles, parce qu'on a beaucoup entendu 50 pas géométriques. Qu'est-ce que les 50 pas géométriques? Alors, simplement, les 50 pas géométriques sont une bande de 81,20 m qui a été créée effectivement au XVIIe siècle et qui... 81,20 m de large. 80,20 m de large, de long, merci. c'est De large, oui. Et qui a été créée effectivement donc au XVIIe siècle et qui appartient, on va dire, majoritairement à l'État, mais je préfère poser tout de suite effectivement les éléments pour que le débat soit le plus précis possible, qui n'appartient pas exclusivement à l'État. Donc sur les 50 pas géométriques, vous pouvez trouver des propriétés publiques, État, communes, parfois peut-être effectivement d'autres collectivités, et des propriétés privées, et de manière effectivement tout à fait légale. Alors c'est vrai que le sujet du Cabana Beach a beaucoup fait couler d'encre, et c'est vrai qu'on a vu notamment Hubert Kiaba. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, et c'est légitime, est-ce que le Cabana Beach, à Port-Louis en tout cas, est situé sur les 50 pas géométriques? Alors je vais vous répondre effectivement en deux temps. Il faut bien effectivement faire le distinguo entre deux choses. Quand on parle de 50 pas géométriques, on parle effectivement d'une bande de 80,20 m de large sur le plan géographique, c'est-à-dire que tout le tour de la Guadeloupe, normalement, est ceinturé par la bande des 50 pas géométriques. Ça, c'est la géographie. Vous tournez autour du pot? On tourne autour de la Guadeloupe. C'est encore plus grand. Par contre... Un grand pot. Ou de grandes ailes de papillon. C'est ça. Mais par contre, effectivement, sur le plan juridique, vous avez différents régimes. Et donc là, effectivement, pour ce qui concerne le Cabana Beach en particulier... Sur le plan juridique. Sur le plan juridique, c'est bien donc des 50 pas géométriques sur le plan géographique, mais sur le plan juridique, c'est un terrain qui a été cédé à la commune, donc qui ne relève plus de la propriété de l'État. Donc bien 50 pas géométriques géographiquement, mais non plus propriété de l'État, mais propriété de la commune. De Port-Louis. Et c'est donc ça le problème. C'est donc ça aussi que vous avez essayé de mettre en avant, vous, Hubert Kiaba. Donc... D'accord. Donc ça appartient plus à l'État, ça appartient à la commune. Mais ce propriétaire est allé à la commune demander s'il pouvait faire son business dessus. On lui a dit ok, pas de problème. Pour que 3-4 ans après, on puisse lui dire finalement, c'est sur les 50 pas, il faut détruire. C'est pas entendable. Du collectif LCDM, quand vous défendiez en tout cas Nicolas Semar, est-ce que c'est cette nuance? C'est cette nuance, mais dans un premier temps, il y a un proverbe qui dit Mansi ba médecin maladie pas qu'à guérir. Et quelque part, on se retrouve dans ce cas de figure en Guadeloupe, et notamment à Port-Louis. Juste un big up à M. Kiaba, parce que il fait partie des personnes qui défendent vraiment le peuple guadeloupéen. Un vrai big up, un vrai respect. Merci encore. Où on a vu un maire qui était là et qui avait la gestion d'une partie du littoral, parce qu'il faut dire que c'est bien précis. Un peu à l'inverse de ce que dit M. Saint-Charles, c'est pas toute la bande des 50 pas qui est en gestion
au jour d'aujourd'hui à la mairie, effectivement, de Port-Louis. Aujourd'hui, le maire de Port-Louis a en gestion que la parcelle où se trouve le Cabana Beach. Je dis que la parcelle où se trouve le Cabana Beach. Malheureusement, et c'est ce qu'au niveau du LCDM que nous avons essayé de défendre et essayé de dire, c'est que ce jeune-là, il est venu, il a investi à la demande du maire de l'époque. Et aujourd'hui, pour des querelles politico-politiques, on est en train de lui dire, comme vous avez peut-être mal voté, ou alors si et ça, eh bien, il faudrait plus que vous soyez sur cette bande sableuse. Mais ce que nous constatons, c'est, au-delà effectivement de tout cela, de ce problème juridique, mais se pose encore un problème de fond, parce qu'on a tellement envie de faire du mal à Port-Louis, on a tellement envie que le Cabana Beach ne soit plus là, qu'on a esté par le biais d'un inspecteur de la DIAL qui sont venus pour faire un PV de grande voirie, mais qui ont fait des PV sur des références qui n'ont rien à voir avec le Cabana Beach. Donc c'est pour vous dire que véritablement, on comprend par rapport au reportage, par rapport aux réalités du littoral, mais il ne faut pas non plus faire la chasse aux sorcières et essayer de faire en sorte à ce que la Guadeloupe, les problèmes se règlent aux bons copains, coquins et aux bons amis, et qui empêchent véritablement de se poser les vraies questions sur le vrai problème du littoral qui se pose en Guadeloupe. Donc pour vous, c'est politique. Mais concrètement, là, vu qu'il y a cette nuance... Après, la réponse sera toujours politique, puisqu'on ne peut rien faire sans l'aval d'une commune, d'une mairie, d'un préfet ou même encore plus haut. Donc dans tous les cas, la réponse ne peut être que politique. Maintenant, question, on fait quoi? Qu'est-ce qui est proposé? Qu'est-ce qui est proposé aux Guadeloupéens? Qu'est-ce qui est proposé à la jeunesse guadeloupéenne? C'est ce qui complique finalement une décision d'enlever le restaurant ou pas d'enlever. Est-ce que c'est justement le fait que ça appartienne à la commune et finalement c'est la commune qui peut décider de son implantation ou pas? Alors, simplement, la commune peut décider de l'implantation, mais aujourd'hui, on se retrouve avec des décisions de justice qui disent qu'il faut effectivement que le Cabana Beach ne soit plus là. Simplement, les décisions de justice sont prises sur des parcelles qui n'ont rien à voir avec la situation de Cabana Beach aujourd'hui. Donc, c'est pour cette raison-là que le Cabana Beach est là. Et aujourd'hui, il faut dire aussi, cette erreur a posé énormément de préjudice aux responsables de Cabana Beach. Et nous disons que lorsque autorisation a été donnée aux responsables de Cabana Beach, c'était soucieux de ce littoral-là, parce que les constructions qui sont à Cabana Beach, ce ne sont pas des constructions qui sont là en dur, en béton, et il n'y a rien véritablement qui offense véritablement, alors qu'ils posent des désagréments sur le littoral. Je me tourne vers Narcisse Zaïbo et Jean-Marie Flower. Quand vous voyez le Cabana Beach, est-ce que vous imaginez sur la plage de Port-Louis des structures comme ça alignées comme le Cabana Beach? Est-ce que ça vous ferait mal? Alors, je pense que cette structure, elle est symbolique. Elle est symbolique, mais je pense que le combat qui se mène aujourd'hui, c'est vraiment pour ne pas que ça fasse jurisprudence, à mon avis. Parce que l'une des particularités de la Guadeloupe, c'est que les plages sont tout à fait naturelles. C'est l'une des régions où on a les plus belles plages. Quand vous sortez un peu de la Guadeloupe, que vous allez un peu, je sais pas, aux États-Unis ou sur les plages de la Floride, vous voyez tout de suite la différence. Donc aujourd'hui, le combat qui se mène, c'est vraiment un combat de préservation du littoral de la Guadeloupe. Et tout à l'heure, comme l'a dit le professeur Safache, nous sommes un tout petit territoire. J'allais le dire, c'est vrai que nous n'avons pas un littoral qui est vaste, finalement. Les élus ont très peu de marge de manœuvre pour pouvoir essayer de prendre des décisions de déplacement de population ou de recul d'infrastructures, etc. Donc, si bien que, voilà, il y a les enjeux économiques et les enjeux touristiques, etc. Mais je pense que c'est... dans le cadre de la préservation du littoral, il faut vraiment faire attention pour ne pas ouvrir la boîte de Pandore, on va dire, qui permettrait en fait comme vous dites, voilà, d'autoriser un peu l'implantation de ce type de structure beaucoup plus dure, hein, et qui fleurissent un peu sur toutes les plages de la Guadeloupe. Jean-Marie Flower, rapidement, et Hubert. Pour moi, cette affaire-là est assez emblématique d'un conflit d'intérêts entre court terme et long terme. Tel qu'il est, le Cabana Beach, il est
au plan paysager, il est particulièrement bien intégré sur la plage. Ça pose pas du tout de problème. C'est quand on compare à d'autres plages. Big up aussi à M. Flower, qui pendant des années, ça fait 20-25 ans, qui dénonce justement le réchauffement climatique et sur le fait que l'île est en train de bouger. Celle du Gosier, par exemple, bon, c'est pas tout à fait le même charme paysager. Pour autant, il faut pas oublier que, qu'on le veuille ou non, le littoral tel qu'il est n'est pas figé. Il n'était pas à cet endroit-là il y a 100 ans, il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 15 000 ans, et il ne sera pas à cet endroit-là, ne serait-ce que dans 20, 30 ans. Donc, les investissements que M. Semar a fait, est-ce qu'il a conscience que ces investissements sont en danger d'ici 25 ans, peut-être? Est-ce qu'il a, par exemple, réussi à avoir des assurances? Il y a aux États-Unis ou en Australie, il y a plein de zones qui ne sont plus assurables. Donc, il faut essayer de regarder tout ça de façon lucide, responsable et digne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire sur les 50 pas ou sur le littoral, mais il y a un certain nombre de règles à respecter, notamment celle d'avoir des constructions légères qui soient suffisamment démontables pour qu'on puisse revenir à l'état naturel. Alors justement, Hubert. Après, c'est un faux débat, hein. C'est un faux débat dans le sens où là, on a bien vu que la parcelle où est le Cabana Beach, voilà, appartenait à la commune, ou appartient à la commune. Donc ça a juste été une erreur de la commune, hein, de la mairie, d'une gestion pour expliquer et dire, voilà, on donne cette parcelle-là aux jeunes pour pouvoir qu'ils fassent son business. Tout simplement, en fait. Et il faudra bien, surtout pour les jeunes à l'avenir, de bien faire attention sur le business qu'ils voudront faire, parce que l'île est en train de bouger, et l'île est amenée à disparaître, qu'on le veuille ou non, que les gens veuillent l'entendre ou pas, l'île est amenée à disparaître. Et il faut mettre des choses en place, aujourd'hui, 2025, il faut réellement mettre des choses en place pour essayer de freiner cela, en fait. Vous qui le suivez, est-ce que justement, puisqu'on parle politique, est-ce que l'ancienne mandature l'a accompagné justement avec des conseils sur l'environnement quand il a construit? Est-ce qu'on sait justement, est-ce que c'est juste une autorisation qu'on lui a donnée et puis finalement il a choisi son emplacement et voilà? Mais c'est juste une autorisation qui a été donnée. Oui, voilà, mais est-ce que justement écrite, ça a été... mais qui a été aussi accompagnée. Oui, parce qu'il faut dire que le maire qui est en ce moment en poste, il a participé à l'inauguration de Cabana Beach. Il est venu pour ces manifestations et il sait véritablement que les structures qui sont posées, et effectivement, ce sont des structures qui sont démontables. On n'a pas du béton qui est coulé là. On a véritablement des structures où il sait qu'ils peuvent être démontées. Il a une conscience quand même de l'environnement et de il a une conscience, sans le fait que, comme le disait le professeur, le docteur, eh ben, le trait, effectivement, se déplace. Donc aujourd'hui, ce qui est là aujourd'hui... il est comme le collectif, il est mobile aussi. Il est mobile, voilà. Ça peut ne pas être là demain, donc il est totalement conscient. Maintenant, c'est de trouver une solution, et c'est ce que nous essayons de nous évertuer à faire, de trouver une solution de manière à ce que l'économie puisse se marier effectivement avec l'environnement. Mais il est totalement conscient, et regardant en fin de compte à toutes les images que nous avons déjà vues, eh ben, c'est démontable et c'est exportable. Le collectif de défense mobile qui fait son travail jusqu'au bout. Merci, Fiaba. C'est vrai qu'on reparlera sûrement... Donc on constate que le propriétaire avait quand même une vision de savoir que pour le moment il est là, mais s'il faut démonter pour aller autre part, c'est faisable. Tu vois? Mais c'est une erreur que la commune a fait d'autoriser cela. Des commerces, c'est pas forcément de l'affaire Cabana Beach, mais je voulais revenir notamment sur cette image quand même qu'on a l'habitude de voir et malheureusement qui est de plus en plus récurrente sur ces falaises, ces maisons qui sont là et moi je trouve ça dramatique. Et comment faire aujourd'hui? Je me tourne vers vous. C'est vrai que l'État ne pourra pas répondre, mais on se retrouve face à des situations. On entend ce monsieur qui dit qu'il paye encore des taxes foncières. Mais l'État doit répondre, madame. L'État doit répondre. Puisqu'ils ont accepté cela. D'accord? La Guadeloupe est un territoire français. Donc ils doivent répondre.
Ça fait partie des droits et des devoirs. Comme tout citoyen, on a des droits et des devoirs, l'État aussi a des droits et des devoirs. Simple. Comment faire aujourd'hui pour pouvoir permettre à des Guadeloupéens de vivre dignement alors qu'ils ont construit et qu'à l'époque, les réglementations étaient différentes. Aujourd'hui, comment on en est arrivé là? Et on voit l'image. C'est quand même fort. Allez, je me lance. Allez-y. Comme je l'ai déjà dit, le littoral est vivant. Il bouge, il se déplace. Donc, la première des... Ça a commencé quand? À partir de quand on a commencé à avoir ce délitement comme ça? Alors, c'est difficile d'être précis, mais on sait par contre qu'au XXe siècle, donc entre 1900 et 2000, le niveau de la mer est monté de 10 à 15 cm. C'est-à-dire un tout petit peu plus que ce qu'il avait fait pendant les siècles précédents, mais pendant à peu près 1000 ans, le niveau de la mer est monté très lentement. Donc s'il monte très lentement, ça veut dire que le trait de côte à un endroit donné va être relativement stable. Ce qui a commencé à se passer progressivement à partir des années 50, 60, 70, c'est qu'on est passé maintenant d'un niveau d'élévation qui était de 1 mm par an, 1,5 mm par an, à 3,5 mm, 4 mm par an. Et ça ne fait que s'accélérer. Donc ça monte de plus en plus vite et ça s'accélère de plus en plus. Donc ça, évidemment, quand on est... on a du mal quand on est humain, quand on a connu, surtout quand on a un certain âge et qu'on a connu le littoral depuis qu'on est tout petit, 50, 60, 70 ans, on a du mal à intégrer l'idée qu'il est effectivement en train de bouger. Mais la première des choses à faire, c'est de la pédagogie. Elle se fait à l'université, elle doit se faire dès l'école maternelle, pour que toutes les catégories de la population, toutes les classes d'âge, s'habituent à l'idée que le littoral n'est pas figé et va bouger, va rétrécir. Malheureusement, quand vous avez investi dans une maison et que vous vous retrouvez peut-être sans les ressources pour en reconstruire une, comment vous faites? Parce que visiblement, on paye encore des taxes foncières, il n'y a pas de solution de relogement, et ça aussi, c'est juste pas possible. Comment on fait? Et quel est le rôle des 50 pages géométriques dans cette affaire? Alors, le rôle de l'agence, peut-être plus précisément. L'agence. En fait, il faut effectivement se rappeler d'un point, c'est que lorsque vous avez effectivement ce littoral qui bouge, il ne bouge pas uniquement en Guadeloupe ou en Martinique ou actuellement en Guyane ou ailleurs. C'est un phénomène qui est mondial. Et ce littoral qui bouge, il impose effectivement aux êtres humains que nous sommes de trouver des solutions, d'avoir effectivement des positions. Sous les 50 pages géométriques en particulier, historiquement, vous avez effectivement des populations qui se sont installées, mais sur le territoire d'autrui, le territoire de l'État en particulier. Et le principal problème... Je vous coupe juste un instant. Sur cette image-là, ce que vous me dites, c'est que quoi? Cette maison, ils l'ont construite sur les 50 pages géométriques et sur un terrain qui ne leur appartenait pas. C'est certainement ça. Non, on me parle de cette image-là. Sur cette image-là, comme je connais, parce qu'il y en a Catherine Doyon Caranguaise. Donc oui. Alors, le souci est là, en fait. Mais je prends cette image, parce qu'effectivement, elle est affichée, mais d'une manière générale, la problématique à laquelle vous faites référence, elle est celle-là, en tout cas pour nous en Guadeloupe. Encore une fois, faut pas faire un faux débat. Effectivement, peut-être que cette propriété-là a été faite sans titre de propriété, effectivement. Mais il y en a plein qui ont été faits dans les règles. Et à cela, il faudra trouver des réponses. Il faudra donner des réponses. C'est que nous avons un certain nombre de bâtis, de maisons, qui sont situés donc sur des terrains qui n'appartiennent pas à ceux qui les occupent. Et n'ont pas de titre de propriété. Ils n'ont pas de titre de propriété. Et donc, tout l'intérêt, justement, de la législation sur 50 pages géométriques... le collectif. Non, c'est pas la peine. Parce que pour le coup, le législateur a fait effectivement une loi, en 1996, qui permet de régulariser, sous certaines conditions, effectivement, une partie de cette population. Régulariser une maison qui va s'effondrer? Je n'ai pas dit ça, non. Non. Le point important, c'est qu'en fait, les situations ne sont pas individuelles. Oui. Ça va demander des solutions qui sont forcément collectives. Oui. Collectives au niveau du quartier, au niveau
de la commune, voire de la communauté d'agglomération, voire peut-être globalement des communes, des collectivités majeures. Mais ce sera forcément des solutions collectives. Effectivement, les personnes n'ont absolument pas les capacités moyens, effectivement de se reloger. Non, mais nous sommes tout à fait d'accord. C'est C'était exactement mon propos, merci. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, il faut effectivement se rendre compte qu'on a un problème, alors il faut le dire de manière simple, c'est juridique. Parce qu'en France, on peut effectivement dire beaucoup de choses, mais nous avons quand même un avantage énorme. Le législateur et l'État ont fait quelque chose qui, je ne sais pas s'il est unique au monde, mais en tout cas, il est d'avant-garde. On a un système qui permet effectivement d'exproprier des personnes qui sont exposées à des risques naturels qui pourraient menacer leur vie. Cette image en particulier. Ça s'appelle, c'est son petit nom, le Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Pour un exemple, et pour quitter la Guadeloupe et montrer effectivement que c'est quelque chose de français, c'est ce qui a été mobilisé lorsqu'il y avait eu Xynthia en 2010 à la Faute-sur-Mer. Donc ça existe. Le problème pour nous sur les 50 pas géométriques, c'est que nous avons effectivement une partie de la population qui n'a pas de titre de propriété, comme vous le disiez. Donc on ne peut pas exproprier quelqu'un qui n'est pas propriétaire. Donc on en arrive à une situation où il va falloir effectivement maintenant mettre en place des solutions forcément innovantes. Pas tous, monsieur. De toute façon, on va arriver. Dans les futures années, on va arriver sur ceux qui auront des titres de propriété. Puisque, bon, là, a priori, ils n'ont pas forcément tous des titres de propriété. Ok, mais ce discours-là va pas tenir longtemps. Hein. Il va pas tenir longtemps du tout. Parce qu'il n'y a pas de loi qui indique qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cadre-là. Et ces solutions innovantes vont demander à ce qu'il y ait l'État, la commune, les collectivités, les acteurs publics, ce qu'on appelle globalement la puissance publique, pour accompagner ces personnes et faire ce que nous on appelle en fait deux choses, apporter de la sécurité physique à ces gens, parce qu'il faut les sortir de là, et aussi de la sécurité juridique, parce qu'il faut effectivement après les mettre dans un autre cadre, ce qu'on appelle un parcours résidentiel. On les fait quitter un terrain qui ne leur appartient pas, vraisemblablement pour qu'ils soient effectivement dans un ailleurs, un nouveau chez eux, mais qui devrait à terme leur appartenir. Narcisse Zaïbo, un mot. Oui, mais là-dessus, je pense qu'il faut élargir un peu le champ, parce que ce qu'on n'a pas encore dit depuis le début de l'émission, c'est que la Guadeloupe est quand même un petit territoire, mais qui est exposé aux aléas naturels. Et donc, mis à part, on va dire, les 50 pas géométriques, tout le littoral aujourd'hui est concerné par les problèmes de submersion cyclonique, submersion tsunami, inondation, pluviométrie, etc. Donc, si bien que les 50 pas géométriques prennent tout leur sens pour essayer de limiter un peu les impacts de tout cela. Si en plus on les remet dans le contexte du changement climatique où les aléas vont s'amplifier, où les dégâts vont s'amplifier. Donc je pense qu'il faut recontextualiser tout ça dans ce cadre-là. Bon, là, on nous montre des situations, à mon avis, que l'État peut solutionner, je veux dire, peut-être facilement, parce que c'est quand même des gens qui paient les impôts, des gens qui ont quand même des droits, même s'ils ne sont pas propriétaires. Mais d'un point de vue général, à l'échelle quand même de la Guadeloupe, il faut quand même reposer le problème dans ce contexte-là. Et après... on a un petit territoire, effectivement, mais en termes de données, nous, on a fait des études là-dessus dans un projet qui s'appelait Changement climatique et conséquences sur les Antilles françaises, où on a quand même posé quelques données. Vous avez la Guadeloupe aujourd'hui qui a une longueur de côte de 629 km. Ce n'est pas grand-chose. Et sur cette longueur de côte 629 km, vous avez environ 160 km de côte qui sont en érosion. Et en fait, et ça va s'amplifier d'ici, on dit 2030, mais déjà 2030, c'est demain. Donc, à l'horizon 2050, à l'horizon 2100, ces surfaces-là vont augmenter de plus de 5%. Voilà. Et donc, le problème aujourd'hui, il est majeur. Il y a les cas aujourd'hui, on va dire, concrets, mais il faut se projeter en termes de prévention, en termes de planification. Mais alors, comment on fait justement? Parce que, allez-y, Hubert alors, et ensuite... Par contre, je ne partage pas tout à fait ce que on disait est là M. pour ça, pour débattre. Et il faut effectivement qu'on se mette dans des situations, pas spécialement, pas que là. Il y a les 50 pas géométriques, mais il y a aussi des propriétaires, des personnes qui sont propriétaires, qui ont un titre de propriété, où ils sont juste les 50 pas. Aujourd'hui, comme les traits, ça bouge. Donc, les 50 pas, on peut manger sur les 50 pas et ça bouge. Est-ce que lorsque ça a bougé, ça fait que la personne qui avait un titre de propriété, qui a un titre de propriété juste après les 50 pas, il perd son titre de propriété. Et c'est là que je dis que, à quel moment que ça a commencé, tant que nos politiques ont décidé de faire du business avec effectivement les problèmes qui se posent dans l'environnemental, on se retrouve face à des problèmes qu'on n'arrive pas à trouver et à apporter des solutions. Aujourd'hui, on se retrouve
avec des gens qui sont dans des zones rouges, où malgré cela, il y a des lotissements qui sont faits. Si j'en appelle, je prends un exemple, la ZAC de l'Aiguille à Goyave, où on est à côté de la rivière, mais on a fait un lotissement qui a été agréé par l'État, où les gens paient, ont acheté leur foncier, ils ont construit, et aujourd'hui on leur dit que vous êtes en zone rouge, alors que ces gens-là paient la taxe foncière. Donc, est-ce que le fait de faire payer... Donc, on rajoute à ça des promoteurs qui construisent sur les zones rouges, donc sur la zone des 50 pas ou à côté. Et on va expliquer bientôt à ces personnes qui sont soit locataires ou soit propriétaires de leur appartement que c'est sur une zone des 50 pas. Non mais c'est grave, hein. Alors qu'on sait qu'on est en zone rouge, qu'il y a le PPRN à l'époque, qui n'est plus le PPRN, mais qui a quand même déterminé et défini les zones où il ne faut pas construire. Lorsque quelqu'un qu'on a donné, ou alors on sait que cette personne n'a pas un titre de propriété, mais on lui fait payer la taxe foncière, est-ce que ça n'insiste pas cette personne-là à dire que moi je suis là et je suis là de manière, j'ai une jouissance et que demain je peux demander effectivement à ce qu'on me vende. Je suis d'accord. Alors justement, pour rebondir, quelles sont justement les préconisations quand on a des logements sociaux qui sont construits effectivement quand il le dit, est-ce qu'on prend en compte justement cette donnée? Est-ce que c'est le rôle de l'agence de dire attention, vous allez construire des logements, mais là vous êtes sur les 50 pas ou... Alors, je vais peut-être effectivement apporter peut-être une précision à mon voisin de gauche, M. Kiaba, pour que les choses soient dites également. Et je réponds à votre question. Lorsque l'érosion, ou lorsque pour un motif effectivement naturel, la bande des 50 pas géométriques viendrait, ce n'est pas encore le cas heureusement, mais viendrait à disparaître, soyons clairs, elle ne remonte pas effectivement dans l'intérieur des terres. Donc ça, il faut que les choses effectivement soient dites. La bande des 50 pas géométriques, si jamais il y a une action d'érosion côtière qui dépasse le 81,20 m, elle n'existera plus. Mais ça ne va pas effectivement aller impact. Là, pour le coup, non, je suis affirmatif. Bon, par contre... Ah non, mais on peut... mais ah non, moi je le suis. Ah non, pas l'État. Alors, attendez. Parce qu'on disait les 50 pas, on appelait ça les 50 pas du roi. Où l'objectif était de permettre à ce qu'il y ait... qu'on puisse circuler vraiment. Donc, de dire que ça disparaît, dans la réalité, c'est pas ça. C'est pas le cas à Sainte-Anne. Hein. À Sainte-Anne, on a vu le trait de côte bouger. À certains endroits, il y avait des gens qui ont leur titre de propriété et ils ont perdu pratiquement où se trouve la gendarmerie en ce moment à Sainte-Anne. Il y a le trait de côte. On peut le constater parce que maintenant, il y a le site de l'IGN, remonter le temps. Ça vous permet de voir comment était le temps, par exemple, en 1965 et maintenant, comment c'est maintenant. Et on se rend compte que ça a bien bougé. Donc, la personne qui avait son titre de propriété, qui avait son terrain après, aujourd'hui, on est en train de lui dire, eh bien non, vous n'avez plus ce terrain-là parce que vous êtes sur les 50 pas. Alors ça se fait en ce moment. Alors, dans ce cas-là, effectivement, il faut que vous m'apportiez les éléments et on serait... C'est ce que je disais. C'est-à-dire que l'île bouge tellement que il va y avoir plein de propriétaires qui ne seront plus propriétaires, hein, qui seront expropriés de leurs biens parce que l'île bouge en fait. Et c'est en ça que je dis que d'ici 2030, 2035, 2040, il va y avoir plein de dégâts en fait. Donc la mesure de la prise de conscience de tout à chacun, c'est maintenant. Hein. d'en discuter avec vous, mais moi ce que je dis, c'est que, je confirme, la bande des 50 pas géométriques, elle a été fixée effectivement en 1900, alors je vais être plus précis, la bande des 50, je suis un peu technique, mais je pense que c'est important, la bande des 50 pas géométriques fait partie de ce qu'on appelle le domaine public maritime, c'est-à-dire le domaine public qui appartient à l'État. Et ce domaine public maritime, il a été effectivement constitué par une loi de 1963 qui indique que ce domaine public maritime, il est fixé une fois pour toutes. Donc, par effet induit, lorsque la bande des 50 pas géométriques qui a été intégrée à ce DPM, domaine public maritime, viendrait à disparaître, la bande des 50 pas, je vais être précis, la bande des 50 pas géométriques, elle disparaîtrait aussi juridiquement. Par contre, et c'est là où peut-être effectivement il y a une confusion. Sous l'eau. Voilà, elle sera sous l'eau. Non, elle disparaît juridiquement et de manière physique. Par contre, là où effectivement il faut peut-être apporter une précision, et c'est peut-être ça qui fait les confusions, c'est que le domaine public maritime, à la base, c'est la mer. Et donc, quand vous avez effectivement une avancée de la mer, je ne parle pas d'une plage, de la mer sur la terre, ça va intégrer de fait, puis de droit, le DPM. Et donc, c'est le DPM qui va effectivement peut-être monter. Mais la bande des 50 pas géométriques ne va pas augmenter. Mais au-delà de l'échange sur ce côté-là, ce qu'il faut aussi indiquer
et ça permettra peut-être aux téléspectateurs de comprendre. L'Agence des 50 pas n'est pas effectivement le législateur, donc elle n'édicte pas des lois ou des réglementations. Elle est là effectivement pour faire appliquer des lois et des réglementations, et je peux me permettre de le dire comme ça pour que ce soit clair, son travail, c'est justement, comme le disait justement Gérard Berry, de travailler sur les espaces urbanisés de la bande des 50 pas géométriques, de contribuer à ce que les personnes qui remplissent les conditions puissent avoir leur titre de propriété si effectivement l'État accepte, et en général c'est le cas, d'accompagner aussi l'aménagement de ces espaces parce qu'ils ont été construits comme ça de manière spontanée, et maintenant, compte tenu justement des conséquences de ce changement climatique qui ont été exposées effectivement tout à l'heure, de voir dans quelle mesure il y a un accompagnement aussi bien de ses occupants que de l'État, que des communes et des autres acteurs publics pour mettre en œuvre, et c'est ça qui est peut-être le plus complexe, des opérations de relogement, de relocalisation des populations qui sont exposées à ces risques naturels. Et donc c'est ça qui est effectivement particulièrement complexe, mais c'est notre métier aussi. Et partiellement. Alors peut-être juste votre avis sur effectivement ce que faisait remarquer Hubert Kiaba. C'est vrai que qu'on l'a vu sur la ZAC de l'Aiguille à Goyave, et pas que, c'est vrai qu'on se retrouve aujourd'hui malgré tout. Alors on a l'exemple de Caranguez, mais là on est avec des maisons qui ont été construites il y a quand même plusieurs années. Mais aujourd'hui, quand on a des logements récents, qu'est-ce que vous vous dites ? Est-ce qu'on n'a rien compris, ou est-ce que, comme il dit, on est sur... Ah oui. Oui. On n'a rien compris. On n'a vraiment rien compris. Des enjeux économiques que personne ne maîtrise à part ceux qui investissent. Ce que je pense, pour travailler sur ces questions-là depuis une bonne vingtaine d'années, ce que je pense, c'est qu'on n'a pas encore pris conscience de la rapidité et de l'ampleur des changements qui sont en train de se produire et qui vont continuer de s'accélérer au cours de ce siècle. Pour compléter ce que disait le professeur Zaibo tout à l'heure sur la notion d'aléa. Les aléas, par exemple, c'est le fait que la mer monte et qu'il y a des submersions marines possibles. Un autre aléa, c'est l'érosion, comme on l'a vu au pied des falaises d'argile. Et face à un aléa, on a à la fois ce qu'on appelle une exposition, on y est plus ou moins exposé, et on peut y être plus ou moins vulnérable. Ces deux notions qui sont différentes, mais qui permettent de comprendre comment le particulier ou la collectivité peut réagir par rapport à cet aléa. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un risque, quand on dit on est exposé à un risque, en fait le risque c'est la conjugaison d'un aléa et d'un enjeu. Un enjeu qui peut être une route, qui peut être une construction, qui peut être une activité économique, etc. Est-ce que vous avez été étonné, professeur Zaibo et Jean-Marie Floor, par exemple, de ce qui s'est passé à la ZAC de l'Aiguille à Goyave lors de la tempête Fiona? Est-ce que vous vous êtes dit, c'était logique? Qui aurait pu prévoir? On n'a pas du tout été surpris. C'était finalement, inévitable. C'est ce qui est malheureusement... Et ce n'est que le canari dans la mine. Il y a d'autres endroits où ça va se produire, dans tous les bourgs de communes, où on sait qu'on a des rivières, on sait que ce sont des zones... Pointe-à-Pitre, on le sait, Loricisque ou Bergevin, ou la plaine de Grippon à Mornalo, qui sont des zones extrêmement basses. Elles seront de toute façon de plus en plus soumises à la fois à la mer qui monte et à des difficultés d'évacuation des eaux pluviales, avec des pluies qui seront de plus en plus violentes. Donc ça va continuer de se produire. Et comme ça va continuer de se produire, il faut que cette pédagogie, elle fasse son chemin auprès de toutes les couches de la population dès le plus jeune âge, et qu'on comprenne que l'adaptation, elle a des limites. On ne peut pas s'adapter à tout. On ne pourra pas mettre des digues partout. Et c'est vrai que ça demande, quelque part, un renoncement. Il va y avoir des deuils à faire d'un certain nombre d'avenirs qu'on rêvait au bord de la rivière ou au bord de la mer. Mais ces deuils, comme n'importe quel deuil quand on perd quelqu'un, quand on perd un être aimé, c'est du collectif aussi. C'est quelque chose de systémique. Et là, il ne faut surtout pas laisser les gens se débrouiller avec... Cette situation qui est tout à fait au-delà de la capacité de ce qu'ils peuvent supporter. Professeur Zaïd. Je vous ai dit, 2030, 2035, 2040, 2050, c'est là. C'est là. Ceux qui ont 20 ans, 25, 30, 40 ans, c'est là. Donc oui, il y a une prise collective à avoir et surtout une réponse de l'État et des collectivités sur ce qu'ils doivent faire en place. Et c'est maintenant. C'est pas 2026, 2027, c'est maintenant.
On a laissé faire, et la nature maintenant reprend ses droits. Hein. Donc, quelle réponse apporter au peuple guadeloupéen et à l'ensemble des îles et à l'ensemble de la Caraïbe, parce que ça n'arrive pas, et ça n'arrivera pas que aux Antilles. Toute la Caraïbe est concernée. Toutes les villes qui sont sur le littoral est concernée. Puis oui, ça montre notre niveau de préparation ou d'impréparation, mais moi, ceci dit, on ne va pas accabler non plus les politiques là-dessus. Il y a qu'à voir ce qui vient de se passer il y a à peine quelques jours dans le Var, où malgré leur niveau de préparation, malgré leur niveau de résilience et tous les outils qu'ils ont pour gérer ces éléments, on a vu l'ampleur des dégâts. Donc, on ne va pas non plus se flageller parce que, voilà, il y a une cabane, il y a quelques éléments qui sont là. Mais ceci dit, il faut davantage renforcer son niveau de préparation avec les moyens qu'on a. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, à l'université. Et donc, j'essaie de prêcher pour ma paroisse pour vous présenter un peu un tout nouveau projet qu'on vient d'avoir, qui est financé par le projet Interreg. M. Jean-Charles, justement, m'a fait un courrier de recommandation sur ce projet qui s'appelle « Renforcement des capacités de résilience donc face aux aléas climatiques des territoires caribéens ». Donc, l'idée, c'est vraiment aujourd'hui, on a fait beaucoup d'études sur la gestion du risque. Maintenant, il faut passer à la gestion de crise. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Il faut faire face à la gestion de crise. Donc, il faut préparer la population, les élus, les collectivités. C'est un peu terrifiant, non ? Non, c'est pas du tout terrifiant. Il faut y aller méthodiquement. Il faut y aller méthodiquement. C'est ça. C'est se préparer à la gestion de crise. Mais la gestion de crise, c'est maintenant. Ça bouge. L'île fait que de bouger. Donc, la gestion de crise, c'est maintenant. C'est préparer les populations, préparer les enfants de demain, parce que voilà, ils prennent conscience que la Guadeloupe ne sera plus ce qu'elle est, et elle est amenée à disparaître, encore une fois, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Ça, c'est... Voilà, vous avez l'exemple, encore une fois, de Miquelon, qui est réellement amené à disparaître. Et vous avez plus de 400 personnes, on ne sait pas où on va les reloger. C'est factuel, c'est là. C'est maintenant, là. Et voilà, ça s'apprend. Ça ne va pas prendre non plus des siècles et des siècles, mais je pense que on a quand même déjà une bonne base en termes de gestion des risques. Et pour passer donc de la gestion des risques à la culture de la crise, je pense que voilà, il y a de quoi faire. Voilà, et c'est un peu ce qu'on essaie de faire, qu'on va essayer de faire dans ce nouveau projet financé par le programme Interreg à hauteur de plus de 1 million d'euros d'ailleurs. Et nous faisons le lancement, le kick-off de ce projet-là, le séminaire de lancement de ce projet, le 10 juin, justement, en début de saison cyclonique, pour essayer à un moment où tout le monde est un peu en alerte. Pour que ce soit mieux retenu, effectivement. Pour pouvoir mieux faire passer le message. Un mot rapidement, Hubert Kaba. Justement, quand le collectif se déplace par moment, justement, est-ce que vous prenez en compte, et je l'imagine, toute cette question d'érosion du littoral, de l'environnement, quand vous allez un peu à la chasse, un peu à, notamment des fois, certains propriétaires qui empiètent et qui... On trouve surtout des gens dépités. Le problème, c'est qu'on ne va pas solutionner le problème. C'est vrai qu'il faut prendre en compte la gestion des risques. Il faut, mais... Aujourd'hui, posons-nous la question, combien de mairies qui sont sur les 50 pas ? Il y a des mairies sur les 50 pas géométriques. Donc, le problème se pose. La deuxième chose, c'est que quel maire, quel élu qui a un discours pour véritablement, lorsque les problèmes comme ça se posent, et expliquer, que ce soit quelqu'un de votre bord ou pas de votre bord, qui dit un problème, on ne vous encourage pas. Non, regardez ce qui s'est passé aussi. Alors, on a parlé de Goyave, mais on parle aussi de centaines de personnes. Au lotissement de Belle-Plaine, au Gosier, ce lotissement-là a été fait, et ces gens-là n'ont même pas une référence cadastrale. Et pourtant, l'État a financé, la commune a financé, et on se retrouve avec des gens qui, aujourd'hui, on parle de risque, c'est pas pareil que ce qui se passe dans le Var. Regardez où se trouve notre grande surface à Bémaro. Eh bien, dans un lieu où, effectivement, qui est hautement inondable, et jusqu'à maintenant, on n'a encore rien eu comme le Var. Par contre, on s'attend à un moment que l'eau va vouloir reprendre sa place. Et à ce moment-là, va se poser le problème de la gestion des crises. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il y ait véritablement un vrai bilan, évaluation faite pour qu'on puisse, commune après commune, gérer qui c'est qui est là, qui c'est qui ne devait pas être là. Mais on est en train de faire du business avec. Comment comprendre quelqu'un qui est dans le nid de la rivière?
On lui dit, bon, il faut payer la taxe foncière, hein, parce que vous habitez là. Donc la personne paie la taxe foncière, mais la personne revendique. La personne dit que moi, je suis chez moi, là, parce qu'il y a la rivière, mes grands-parents étaient là, et que voilà, et que la rivière ne passait pas là un moment. Ici, on détourne les rivières ici, parce que peut-être que ça passe trop près de la maison d'un copain, d'un bon ami. Voilà. Ah ouais, on détourne les rivières carrément. Ok, ok. On détourne les rivières. Ah ouais, c'est chaud, hein. Sérieux. Alors, on détourne les rivières ici, et rien n'est respecté. Donc, au-delà, effectivement, de gérer la gestion de crise, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie évaluation, qu'il faut qu'il y ait une évaluation, de manière à ce qu'on puisse se poser les vrais problèmes par rapport aux 50 pas, ou aujourd'hui même les 50 pas, parce que l'État fait du business. Lorsque l'État vous dit que vous êtes propriétaire, vous avez un titre de propriété, mais si vous n'avez pas validé ce titre-là avant 83 ou 85, eh bien, c'est plus votre terrain. Comment on explique ça? Mais on rentre alors que, effectivement, la loi dit que lorsque vous êtes propriétaire, vous êtes propriétaire. Vos droits, c'est inviolable et imprescriptible. C'est votre terrain. L'État vous dit que si vous n'avez pas validé vos titres de propriété avant 83 ou 85, eh bien, votre terrain n'est plus votre terrain. Mais c'est une violation des droits que l'État même pose. Donc, aujourd'hui, se pose énormément de questions qu'on n'arrive pas à poser des réponses, qui fait que la Guadeloupe, qu'on soit dans cette situation où nous sommes en ce moment. Ça, c'est l'une des causes autour de notamment des tensions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'on se dit que finalement ça reste un peu politique, économique, mais que finalement le pas de l'environnement reste primordial? Ou est-ce que c'est un mélange finalement parce que c'est une société et que forcément chacun y va de son entre guillemets business? Si vous me permettez, en fait, pour répondre effectivement à ce qui a été dit, mais aussi participer justement au débat, il faut peut-être rappeler un certain nombre de points également. Le littoral, la bande des 50 pas géométriques ne sont pas des zones extraterritoriales. Quand vous avez une commune, elle est constituée effectivement de tout son territoire, littoral, 50 pas géométriques et arrière-pays inclus. Et quand il y a des risques naturels, la nature effectivement n'a pas de connaissance de frontières, qu'elles soient juridiques ou humaines. Quand il y a des risques naturels, vous avez effectivement une obligation pour les communes de mettre en place ce qu'on appelle un plan communal de sauvegarde. Donc la gestion des risques naturels passe déjà en premier lieu, c'est la législation, par la commune, et en second lieu, effectivement, par le représentant de l'État, donc le préfet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour répondre effectivement à M. Kiaba et pour que les choses soient le plus précis, je pense que c'est l'objet du débat, quand il dit effectivement que l'État a indiqué que des personnes qui avaient précédemment un titre n'a pas été validé, il faut être précis. En fait, il y a un décret qui date de 1955 et qui institue ce qu'on appelle une commission de vérification des titres. Il faut dire les choses de manière très claire et très honnête, sans jeter l'anathème sur qui que ce soit. Pendant des années, il y a eu effectivement des officines notariaux qui ont émis des actes de propriété alors que les personnes qui officiellement étaient vendeuses n'étaient pas les propriétaires. Donc, il y a des titres en la forme authentique, validés par des notaires, qui circulent, mais qui n'auraient pas dû circuler. Et sur cette base, en Guadeloupe, en Martinique, au moins. Donc, c'est que pour nous dans les Outre-mer. Monsieur Ukaba, on parle effectivement, moi je vous donne de l'historique, je ne suis pas sur de la morale. Je reste sur l'historique. Donc, des officines notariaux, d'accord, qui ont transmis des titres qui sont faux, quoi. En gros, ce sont des faux documents, quoi. Des faux titres. On va pas s'en sortir, hein. Ah ouais, on va pas s'en sortir. Il faut qu'on soit tous dans un mouvement collectif, avec une volonté collective de pouvoir faire en sorte de combattre, même si on ne peut pas vraiment combattre, mais en tout cas de faire ralentir les dégâts suite au réchauffement climatique. Mais on ne va pas s'en sortir. Alors, si on commence par les personnes qui détournent les rivières, si on commence par les titres qui ne sont pas les bons titres, si on commence par ceux qui ont construit dans l'illégalité, bon, on fait comment? Et sans bien évidemment de réponse de l'État, donc on laisse les choses se faire.
Non, alors là-dessus, effectivement, le principe a été édicté par ce décret de 1955, que pour remettre un peu de l'ordre dans tout cela, tous ces titres qui existaient avant 1955 auraient dû être présentés à cette commission de vérification qui était composée notamment de magistrats et qui allait effectivement, par jugement, valider ou pas ces titres. Maintenant, si ces titres n'ont pas été présentés à cette commission de vérification des titres en temps et en heure, malheureusement, effectivement, ils peuvent être considérés comme n'étant pas opposables à l'État. Ça, c'est un point de droit, c'est pas effectivement un point de morale. Mais moi, je reviens effectivement maintenant au débat sur la partie risque naturel. Nous sommes là, soyons clairs, et je le dis devant Jean-Marie Flauvert, effectivement, que je connais justement depuis 20 ans, et qui déjà, il y a 20 ans, je peux l'attester là, aujourd'hui, publiquement, alertait en disant qu'elle monte de l'agence, déjà, que la mer monte. La problématique du changement climatique, il y a une vingtaine d'années, on pouvait effectivement la regarder par-dessus la jambe, peut-être, mais toujours est-il que désormais, seul quelqu'un de totalement aveugle ne pourrait pas attester qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là maintenant... Donc, ça fait déjà 20 ans, 25 ans qu'on connaissait le problème et qu'on n'a pas anticipé. D'accord ? Parce qu'effectivement, l'île est belle, on vit, on boit, on mange, on danse. Il n'y a pas de problème, quoi. 20 ans, 25 ans après, maintenant on commence à courir. Et on commence à essayer de se poser les bonnes questions. C'est maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions. Et effectivement, rentrer dans un processus de gestion de crise. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? La question qu'il se pose, c'est aussi bien, et je reviens sur les 50 pas géométriques, aussi bien pour les personnes qui sont sur des espaces où ils sont simples occupants, ils n'ont pas de titre de propriété, que pour des personnes qui sont réellement propriétaires parce qu'elles ont un titre de propriété, il faut qu'il y ait une politique, mais là, publique, je ne parle pas de politique partisane, non, publique, donc mettant en place effectivement des actions faites par plusieurs acteurs publics pour mettre en œuvre justement ce projet de relogement, de relocalisation des populations. Je terminerai par un point. On a un exemple là qui est en train de se passer sous nos yeux et qui nous montre à quel point ça va être compliqué. On a le village de Miquelon, Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a Miquelon, 400 habitants. Ils vont effectivement devoir être relocalisés parce que Miquelon est condamné à disparaître en l'état actuel. À brève échéance. Et le problème, c'est qu'il va falloir effectivement... C'est ce que je disais, les amis. C'est ce que je disais. Miquelon est amené à disparaître. Ah, vous croyez que c'est de la blague? Là, on rigole plus, là. Hein. Là, le réchauffement climatique, c'est quelque chose. Relocaliser ces 400 personnes, on pourrait dire que ce n'est pas beaucoup, mais 400 personnes, ça devrait prendre, d'après ce qui est édicté, ce qui est proposé, entre 50 et 70 ans. Donc, on doit effectivement être aussi à la hauteur de l'enjeu, et c'est dès maintenant qu'il faut qu'on se mette ensemble, tous acteurs publics, sur cet enjeu. Alors, très rapidement, une question, parce que c'est vrai que là, on le voit... 50 à 70 ans pour loger 400 personnes. What? Sérieusement, quoi. Il faut sérieusement qu'on réfléchisse à comment faire tous ensemble. Parce que c'est pas possible. Là, ça va clairement à la catastrophe. Sur Caranguez, où on voit, oui, qu'il y a un danger. Mais il y a des lieux où on a des maisons, des propriétés privées sur des plages, Saint-François, Sainte-Anne, où malheureusement, ces personnes-là ont sûrement les moyens de se reloger et qui privatisent des fois leurs plages. Qu'est-ce qu'on dit à ces personnes? On vient les voir en leur disant, excusez-nous, on fait de la pédagogie, vous n'êtes pas très bien situé, votre super villa, il faudra peut-être la détruire. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, une réponse d'abord très très générale et puis ensuite Ronnie pourra compléter. L'humanité, elle existe depuis 300 000 ans. Si on a réussi à durer 300 000 ans, c'est qu'on a su s'adapter. Aujourd'hui, où le monde est en train de changer, le littoral, le climat, les sols, la qualité de l'eau, etc., tout est en train de changer. Il va là aussi falloir nous adapter d'une manière ou d'une autre. Et il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Quelle que soit la classe sociale, quelle que soit... Exactement. Et comme on dit en créole, pas qu'on est mauvais. Donc il faut d'abord être informé de ce qui va se passer, même si ça fait du mal à entendre.
même si ça fait sortir de sa zone de confort. Quand on va chez le médecin, on n'attend pas qu'il nous passe de la pommade ou qu'il nous dise tout va bien alors qu'on est malade. Même si on a un cancer, moi je préférais le savoir pour avoir accès au meilleur traitement le plus vite possible, en anticipant, parce que plus tôt on s'y prend, plus on limite les dommages, plus on limite la casse. Donc d'une manière générale, mais ce serait quoi alors? Là, on serait dans les solutions. Jean-Marie-Florent, ce serait quoi? Ce serait, par exemple, peut-être recensé. On sait que sur l'Hexagone, on disait à peu près 5000 logements situés sur les côtes françaises. C'est très en dessous de la réalité. C'est très en dessous. Bon, alors est-ce que chez nous, on a peut-être déjà recensé, il suffit de prendre, je ne sais pas, un drone, on voit quand même toutes ces maisons, qu'elles soient sur des falaises ou sur des places. C'est une question de volonté politique. Voilà. Est-ce qu'on a déjà recensé? Mais ça doit être une volonté affichée par les responsables politiques. C'est ce que je disais, et c'est pas simplement... Parce que, comme disait le professeur Zaïbo, il faut à un moment donné peut-être se pencher sur la question. Est-ce qu'on a déjà, ne serait-ce que recensé toutes ces propriétés, ces commerces, ces logements sociaux, ces peut-être bâtiments administratifs, je ne sais pas, situés en tout cas, ces structures situées sur le... Si vous permettez, en fait, l'État a justement fait ce travail au début des années 2020 de recenser ce qu'on appelle les zones exposées à des risques naturels prévisibles mais menaçant gravement les vies humaines. Donc, sur l'intégralité de la bande littorale, la bande des 50 pas de la Guadeloupe, il y a effectivement 375, un peu moins de 400 bâtis qui ont été, ou de zones qui ont été effectivement déjà identifiées. Et donc, tout l'intérêt maintenant de l'action qui va devoir être menée, c'est de voir comment est-ce qu'on fait pour reloger ces personnes en urgence déjà et de manière permanente par la suite. Mais ce recensement a déjà été fait. Est-ce que ce sont des bâtis comme on a vu à Caranguez ou des bâtis bien bâtis? Alors très clairement, vous avez... Alors, vous en avez de tout. Ce qu'on a vu à Caranguez, effectivement, c'est un cas extrême. Oui, là, on est dans l'urgence. Mais vous pouvez avoir effectivement un bâti qui est de très bonne facture, mais en dessous, parce qu'il est sur un talus, le talus étant raviné, le bâti est considéré comme condamné. Donc ce n'est pas effectivement les bâtis, c'est vrai qu'ils sont effectivement... Qui sont visibles, là on voit le danger immédiat. Là effectivement, à la limite, je serais tenté de vous dire, point besoin d'études pour savoir qu'il y a un souci. Mais vous pouvez avoir des bâtis qui sont de très bonne facture et qui sont considérés comme étant menacés et qui doivent faire l'objet effectivement de relogement. Et pour répondre à votre question tout à l'heure, on a, comme sur le plan du droit, on a vraiment deux cas de figure distincts à prendre en considération chez nous, aux Antilles en particulier. Quelqu'un qui est propriétaire, il y a un dispositif, on appelle le droit commun, le Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Donc, il peut être exproprié. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir, par la puissance publique, la commune ou l'État, une expropriation, il va avoir de l'argent et il va se reloger par ses propres moyens, normalement. Normalement? Ah non, normalement, parce qu'il aurait effectivement les moyens de se reloger. Par contre, le souci, c'est la personne qui, elle, n'a pas de titre de propriété, elle n'a pas les moyens. Je vais vous donner des chiffres, ça sera peut-être beaucoup plus parlant. Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, d'après les éléments, donc c'est plus ou moins ça, on est jusqu'à 240 000 euros, peut-être plus, pour l'expropriation. Lorsqu'effectivement quelqu'un n'a pas de titre, il a non pas expropriation, mais une indemnité qui peut aller jusqu'à 40 000 euros. Donc ceux qui ont leur titre de propriété, c'est jusqu'à 240 000 euros. Donc les maisons qui coûtent 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, on fait comment? C'est une perte pour les propriétaires. Et pour ceux qui n'ont pas le titre de propriété, c'est jusqu'à 30 000. Donc il va le dire juste après. 40 000, tu fais comment pour te loger? Ça peut être effectivement un apport, mais il va falloir apporter le reste. En sachant que l'île est en train de bouger. Est-ce que ça vaut encore le coup d'investir? Forcément, ce sont deux échelles totalement différentes. Et donc, dans le cas où la personne n'est pas propriétaire, il est clair qu'il est nécessaire que la puissance publique, ce que je disais tout à l'heure, intervienne pour accompagner ce relogement. Dans un autre cas, non. Et c'est logique, parce que quelqu'un qui a un bâti dont il est pleinement propriétaire et qui est exproprié, c'est justement parce qu'il doit quitter, il doit partir, on va l'exproprier. Pas forcément à la valeur de son bien d'ailleurs, pour que ce soit clair, mais pour qu'il ait le moyen de se reloger par ses propres moyens. Quelqu'un qui n'a pas de titre de propriété, ce n'est pas la même situation. Mais vous, monsieur Saint-Charles, vous répondez pas aux questions. Vous répondez pas aux questions. Redonnez-moi la question. Elle posait la question par rapport aux belles villas qui coûtent plus que 200 et quelques mille euros et qui sont là. Voilà, c'est ça qu'on veut, on veut savoir. Les bateaux rentrent jusqu'au niveau. Non, je n'ai pas. Non, mais moi je le dis parce que je sais que ça existe. Et que ces personnes-là aussi, il faut que ces personnes-là comprennent qu'ils sont sur le littoral et qu'au même titre que ceux qu'on a vus là, ceux qu'on voit, il faut que ces personnes-là bougent.
Est-ce qu'on les interpelle et est-ce qu'on ne les interpelle pas? Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas interpellés. Ils ne sont pas interpellés, donc ils paient leurs taxes foncières normalement, ils paient leurs taxes d'habitation. Et c'est là que les personnes qui se retrouvent sur ce littoral-là, sans titre de propriété, peut-être avec une jouissance depuis tantôt, eh bien ces gens-là ont du mal à sortir parce que rien ne leur est proposé véritablement et ils ne sentent pas cette équité. Ils sentent qu'il y a deux poids, deux mesures. Donc aujourd'hui, il y a certes ce danger-là qu'il faut, et de la pédagogie pour expliquer, mais ce danger-là, il est pour tout le monde. Il est pour aussi bien Cabana Beach, mais que pour les hôtels aussi qui sont au Gosier et qui sont à Sainte-Anne. Et comment on se comprend alors cet élu qui est venu parler à Port-Louis pour dire que oui, mais il faut pas, il y a des tortues qui font de temps en temps des petits orgies, des petits trucs là. Mais des ça orgies, se passe. non, peut-être pas. Non, mais, mais ce que je veux dire, c'est que si ça se passe pour Cabana Beach, si ça se passe pour Caracoli, ça doit aussi se passer au Gosier. Ça doit aussi se passer à Fort-Royal. Et on ne touche pas à ces gens-là. Au contraire, l'argent est donné pour que ces gens-là puissent rester là, confortés. Et aujourd'hui, très récemment, 2024, sur Fort-Royal, la région a investi 500 000 euros pour protéger le trait de côte. Avec un enrochement, 500 000 euros, sans aucune autorisation de l'ADR. Professeur Zaïbo et ensuite Jean-Marc Sans autorisation de l'ADR. Professeur Zaïbo. Oui, mais en fait, je tenais à ce qu'on n'élude pas justement la question que... C'est gentil. Je vois que ma question fait débat. A effectivement mis le doigt parce que prenons l'expérience de Saint-Martin qui en 2017 a été ravagée par le cyclone Irma. Derrière, l'État a engagé beaucoup d'études, nous on y a participé, et après il fallait donc se servir des conclusions de ces études-là pour essayer de réglementer l'occupation du littoral. Et c'est là que le problème se posait effectivement. C'était plus facile de déloger des pauvres gens ou d'appliquer de façon brutale la loi à des populations précaires, plutôt que de le faire pour des grosses villas de millionnaires et des milliardaires. Donc effectivement, le constat, on l'a. L'enjeu économique mais l'enjeu économique derrière est très important, si bien que, en termes d'application justement des lois, que ce soit équitable pour que tout le monde soit face à la loi de la même façon, c'est une autre paire de manches. Nous, on l'a constaté à Saint-Martin, et je crois qu'il y a une expérience à tirer de ce qui s'est passé à Saint-Martin en 2017. Jean-Marie Flouer. Alors, ce que dénonce le LCDM et Hubert Kiaba, c'est un deux poids, deux mesures, en fait. Et avec Ronnie Saint-Charles, on en discutait un peu avant, le nombre d'acteurs, d'intervenants sur le littoral, c'est plus d'une vingtaine. Donc, imaginez un orchestre, 20 musiciens, il n'y a pas un chef d'orchestre. Est-ce que ça va jouer bien? C'est très peu probable. Eh bien, on a le même problème. On a un seul et même littoral, on a un seul et même océan qui monte à peu près à la même vitesse, etc. Donc, la réalité est la même, et pourtant, on a des modes de gestion qui sont complètement différents. Il faudrait, effectivement, une harmonisation, et il y a plusieurs façons d'harmoniser, mais très probablement que les personnes qui ont énormément de moyens, notamment financiers, elles devraient être mises d'une manière ou d'une autre à contribution, justement pour aider les personnes qui, elles, n'ont pas les possibilités de s'adapter à quelque chose dont elles ne sont pas responsables. Enjeu politique, enjeu économique, on l'aura compris, le débat pourrait se poursuivre. Il se poursuivra peut-être à la rentrée, mais c'était le dernier de la saison. Je vous remercie infiniment. On a essayé d'avancer. On espère qu'en tout cas, le message sera passé, notamment pour nos politiques. Peut-être travailler tous ensemble. C'est le message qu'on retiendra sur ce sujet qui est compliqué et complexe. Et voilà, mais c'est un enjeu vital. Et plus on occupe, mieux c'est. Voilà. Et le plus tôt est le mieux. Et exactement. Merci à vous pour nous avoir suivis toute cette saison. On se retrouve à la rentrée pour de nouveaux débats. Très belle fin de soirée sur Guadeloupe la Première. Alors les amis, à la question de savoir si les îles et la Caraïbe ne sont-elles pas déjà condamnées, mettez-moi un petit commentaire pour que je puisse voir vos avis et savoir ce que vous en pensez. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines sorties. Encore une fois, ça fait plaisir et ça fait avancer la chaîne. Merci à tous et à très bientôt.